je vais vous parler d'un sujet très particulier auquel je me suis intéressé à partir de 2012. Donc 2012, vous savez, c'est une date un peu particulière. Donc j'ai essayé de creuser le sujet, le sujet qui s'appelle la théorie de la Terre creuse, et vous allez voir un petit peu les conclusions auxquelles je suis arrivé. Donc ça demande un certain nombre de connaissances scientifiques, mais je vais essayer de les exprimer le plus simplement possible, pour que vous n'ayez pas de difficultés. En tout cas, si il y a la moindre, je dirais, interrogation, question, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc je pense que ça pourra intéresser tout le monde. Vos questions pourront aussi éclairer le débat. Donc ça reste toujours un débat, parce que pour l'instant, ça reste au niveau de la théorie. Donc ça, c'était un petit peu l'intitulé qui a été diffusé pour avoir votre présence ce soir. Donc vous savez que depuis très longtemps, il existe des mythes et des légendes qui circulent sur l'existence de royaumes souterrains. Et puis, à partir du XVIIe siècle, on peut peut-être remonter avant, mais je ne sais pas exactement, donc jusqu'à nos jours, donc on a véhiculé des idées comme quoi donc il existe un monde intérieur qui pourrait être habité. Donc il y a Jules Verne qui a fait un livre qui s'appelle « Voyage au centre de la Terre ». Donc c'est quelque chose de très romancé, mais il a certainement fait à partir d'informations qu'il a pu recevoir, donc il a présenté les choses un petit peu de manière un peu enjolivée. Alors vous avez sur internet également, il y a un certain nombre d'informations qui circulent sur Agartha, Shambhala, donc c'est des noms qui ne vous sont peut-être pas inconnus. Et donc ce que je vous propose, puisque je ne suis pour l'instant pas capable de vous montrer exactement des photographies de ce qui se passe à l'intérieur de la Terre, donc je vais simplement vous présenter les éléments actuels scientifiques qui sont en faveur de la Terre intérieure. Donc je vais essayer de dérouler de manière progressive ma démonstration, et puis vous allez, je pense, au fur et à mesure, avoir une vision de plus en plus claire de ce que peut être cette Terre au travers de ce que je vous aurai présenté, et également de différents témoignages. Et puis je vous parlerai donc en fin de cette conférence de notre futur prévisible avec ce que j'appelle le peuple intérieur. Alors, ici, il y a un certain nombre de choses au niveau scientifique qui peuvent nous interpeller. Donc, il y a notamment le champ magnétique terrestre, les séismes qui existent aujourd'hui, qui montrent que la Terre est toujours en activité. Il y a des failles terrestres aussi dans les océans. Il y a de la présence de l'eau sur la Terre, et donc il y a 200 millions d'années, si on remonte à cette époque-là, vous verrez qu'on peut voir que la répartition de l'eau était différente. Par exemple, toutes les régions qui sont calcaires sur la Terre sont des régions qui ont vu, à un moment donné de leur histoire, donc de l'eau, et notamment de l'eau de mer. Je vais vous montrer aussi une vidéo de Neil Adams qui fait une simulation de ce que j'appelle l'expansion terrestre. Il y a également des informations qui concernent les propagations des ondes sismiques, parce qu'à chaque fois qu'on a un séisme quelque part, les ondes se propagent d'une certaine manière, on peut les mesurer tout autour de la Terre. Et actuellement, on assiste à un phénomène qui s'appelle le ralentissement de la Terre, et vous verrez que ce phénomène-là, on a pu le mettre en évidence que grâce à des horloges atomiques. Là, on dispose également d'un certain nombre d'images satellites et qui nous sont précieuses, et vous verrez que les images que je vais vous présenter vont vous permettre de comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau de la Terre. Donc ces images de satellites sont prises à 800 km d'altitude, et donc le satellite fait une révolution en 101 minutes, donc il balaye en fait complètement la Terre en 24 heures, en ayant fait un certain nombre de révolutions autour de la Terre. Alors ici, le champ magnétique, vous savez que la Terre possède un champ magnétique qui est relativement fort, et le champ magnétique il est orienté.
Il est orienté du nord au sud ou du sud au nord, comme vous voulez. Et ce champ magnétique, en fait, protège la Terre contre les vents solaires. Donc chaque heure, chaque jour, la Terre est bombardée par des vents solaires, hein, et les vents solaires sont détournés et ensuite vont se centrer un petit peu centrés au niveau des pôles. Hein, donc le champ magnétique qui est ici va être repoussé, celui-ci également repoussé, à chaque fois que les vents solaires vont essayer d'attaquer la protection magnétique de la Terre. Et donc ces vents solaires vont ensuite se regrouper au niveau des pôles, et donc il y a une lumière un peu particulière qu'on appelle les aurores boréales, qu'on va pouvoir visualiser au niveau des pôles. Mais actuellement, le champ magnétique est un petit peu chamboulé, donc j'ai su que dernièrement, par exemple, on avait vu une aurore boréale en Normandie. Hein, donc c'est quelque chose qui normalement n'arrive jamais. Alors, on observe également que depuis un certain nombre d'années, depuis qu'on fait des mesures également sur ce champ magnétique, eh bien donc le pôle magnétique se déplace sur la Terre. Donc le pôle magnétique ne correspond pas au pôle géographique, hein, donc il se déplace tous les ans. Et au départ, je dirais qu'on avait un déplacement relativement lent du pôle magnétique, mais on s'est aperçu depuis 20 ans à peu près qu'on a un déplacement du pôle magnétique qui s'accélère. Donc qui s'accélère de 50, enfin qui se déplace de 55 km par an environ. Alors, au niveau de ce champ magnétique, vous allez comprendre plus tard pourquoi je vous parle du champ magnétique, parce que le sujet c'est la Terre creuse, mais c'est un peu en relation. Et donc, au niveau du champ magnétique, on s'est aperçu qu'il y a eu des inversions du champ magnétique, c'est-à-dire que le pôle nord magnétique est devenu le pôle sud, et le pôle sud est devenu le pôle nord magnétique, et ça au cours de l'histoire de la Terre. Et ça, on le sait grâce aux roches volcaniques. Donc les roches volcaniques, au départ, c'est du magma, donc elles sont à l'état liquide, et donc lorsqu'elles se solidifient, toutes les particules magnétiques qui composent cette roche vont ensuite s'orienter en fonction du pôle. Et donc grâce à ça, on arrive à dater donc, les roches volcaniques, et en datant les roches volcaniques, on sait exactement, au moment où la roche s'est formée, eh bien, quelle était la direction du pôle magnétique. Alors là, lorsqu'on remonte à peu près à 5 millions d'années, on voit qu'il y a eu un certain nombre de changements. Hein, donc là, par exemple, aujourd'hui, nous sommes dans la période noire, donc orientation nord-sud, on peut dire. Et donc juste avant, entre 780 000 ans et 900 000 ans, eh bien ici on était dans une période blanche, on a eu une inversion complète du champ magnétique. Et donc apparemment cette inversion se fait assez rapidement à l'échelle terrestre, hein, donc en quelques centaines d'années. C'est assez rapide pour l'échelle terrestre, donc il y a une inversion qui se fait complètement. Et ce qu'on a constaté actuellement, c'est que le champ magnétique terrestre décroît actuellement, et les scientifiques pensent que dans un certain nombre d'années, alors un certain nombre de siècles, je dirais, donc il va y avoir une inversion du champ magnétique complète, sachant qu'elle ne s'est pas produite depuis 780 000 ans. Voilà, donc on continue. Là, vous voyez donc une aurore boréale. Hein, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut voir lorsqu'on s'approche des pôles. Et alors maintenant, quand on réfléchit au champ magnétique lui-même, quand on est un peu scientifique, eh bien, en fait, nous, on utilise donc les champs magnétiques très souvent. Hein, par exemple, quand on fait un moteur électrique, on utilise des champs magnétiques. Et on sait que pour pouvoir produire un champ magnétique, hein, donc dans le cas de la Terre, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une rotation différentielle entre des éléments conducteurs à l'intérieur de la Terre. Donc, ça veut dire en clair que que le champ magnétique ne peut se produire que si la rotation extérieure de la Terre va plus vite ou moins vite que ce qui est à l'intérieur de la Terre. Et si on a exactement la même vitesse de rotation, il ne peut pas y avoir de champ magnétique.
Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, sur la Lune, donc il n'y a pas de champ magnétique parce que je dirais, ce satellite est mort, hein, donc il n'y a plus de volcans, il n'y a plus de séismes, etc. Hein, donc le satellite s'est un peu stabilisé, on peut dire qu'il est mort, dans le sens où le satellite n'évolue plus. Actuellement, avec les horloges atomiques, comme je vous disais, on a constaté donc, un ralentissement de la Terre qui est mesurable, et donc ça laisserait supposer que le noyau interne de la Terre pourrait tourner plus vite et expliquer la présence du champ magnétique. Donc si, du fait du ralentissement de la Terre, donc la partie extérieure de la Terre tourne un peu moins vite, la partie intérieure continue à tourner toujours à la même vitesse, et donc cette rotation différentielle fait que le champ magnétique peut exister. Alors, je vais vous montrer, on a parlé du champ magnétique, et je vais vous parler aussi des séismes sur Terre aujourd'hui. Donc là, lorsque vous utilisez Internet, eh bien, vous pouvez avoir une vision très rapide de tous les séismes qui se sont produits sur Terre. Donc il y a un site qui s'appelle IRIS. Et donc là, j'ai juste fait une photo. Donc ça s'appelle le Seismic Monitor. Et donc, au travers des cercles que vous voyez ici, donc il y a des cercles jaunes, des cercles rouges, etc., on sait quand est-ce que se produisent les séismes. Et vous voyez que les séismes, par exemple, sont concentrés sur des parties bien particulières au niveau de la Terre. Et donc tout ce qui est en couleur violette correspond à des séismes qui ont lieu dans le passé, donc dont la date est supérieure à 5 ans. Et donc il y a des lignes particulières où les séismes se produisent. Donc on sait par exemple qu'en France, la France n'est pas tellement disons, sensible au séisme. À Grenoble, ça peut peut-être arriver, mais si ça arrive, on n'aurait pas des séismes de grande amplitude. Par contre, si vous êtes au Japon, là, vous pouvez vous attendre à avoir des séismes d'amplitude 6, 7, 8, et voire plus. Donc ça, c'est pour les séismes. Alors, je vais vous montrer quelque chose dont on n'avait pas connaissance avant, c'est ce qui concerne les failles qui existent à l'intérieur de la Terre. Alors, vous voyez, donc ici, j'ai l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Europe qui est ici. Et lorsque vous regardez bien ce qui se passe au centre de la Terre, et ça, on a réussi à le faire, à avoir des cartes relativement précises, vous voyez qu'il y a des failles ici. Donc il y a toute une ligne ici, et c'est là que se produisent en fait les séismes. À chaque fois qu'il y a des failles, donc il y a des séismes qui se produisent, et on voit que ça fait un peu comme une patte qui aurait été tirée. Donc on voit des lignes qui sont perpendiculaires et qui vont dans cette direction-là, et qui montrent qu'il y a eu des mouvements au niveau, ce qu'on appelle maintenant des plaques tectoniques. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, il y a 200 millions d'années, touchaient en fait l'Afrique et l'Europe. Donc ces lignes-là, sont les témoins qu'il y a eu des déplacements au niveau des continents. Et lorsqu'on regarde un peu plus loin, on voit qu'il y a des lignes qui existent partout sur le globe. Partout vous retrouvez un témoin, je dirais, du fait que les continents se sont séparés les uns des autres au travers de ce que les scientifiques appelaient les plaques tectoniques. D'accord? Alors là, je vais vous passer une petite vidéo.
son. On peut augmenter légèrement le son. Alors, pour l'instant, vous ne reconnaissez rien. Alors donc, ça, c'est en fait une simulation que les scientifiques ont pu faire sur ce qui s'est passé depuis 500 millions d'années. Donc, vous allez commencer à reconnaître un peu les choses lorsqu'on va arriver aux alentours de 250 millions d'années. Donc l'hypothèse des scientifiques, c'est qu'il n'y avait qu'un seul continent au début, donc toutes les terres étaient concentrées. Voilà, donc ici, on commence à reconnaître l'Amérique du Nord, ça c'est l'Amérique du Sud, et puis l'Afrique, mais qu'on ne voit pas encore très bien. Donc on va continuer, donc ça remonte à 170 millions d'années. 150 millions d'années, et là vous allez voir la séparation des continents avec les plaques tectoniques. Alors je vais remonter, regardez, donc ici, au niveau de l'Afrique, il y avait énormément de zones qui étaient recouvertes par l'eau. Et lorsqu'on va dérouler ce mouvement-là, on va s'apercevoir que l'eau, en fait, va disparaître. Donc toutes les zones qui étaient recouvertes par de l'eau de mer, ici, donc vont finir par disparaître et laisser uniquement, je dirais, du calcaire, hein, qui est le témoin de la présence de l'eau de mer. Donc là, on se rapproche très près de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est un mouvement de la Terre, donc tel que les scientifiques vous le montrent aujourd'hui. En fait, ils vont vous parler d'un seul continent, mais si vous analysez bien les choses par rapport à ce que j'ai pu vous dire, en fait, voilà comment je pense que ça s'est passé. Donc c'est une vidéo qui a été faite avec une simulation de Neil Adams. We will be going backward in time, imperfectly, but done in a very disciplined manner. Please regardez bien donc no subduction. Comment donc les continents vont dériver. No twisting, no form fitting. Donc là on remonte dans le temps. Hein. On remonte dans le temps, donc là on a à peu près 150 millions d'années, et on va arriver jusqu'à 200 millions d'années en arrière. Ce que vous constatez, donc, c'est que tous les continents étaient proches les uns des autres. Et regardez bien, alors je vais vous montrer une deuxième fois. Donc ici, vous voyez en fait une petite planète. Hein, je remonte un peu dans le passé. Regardez ici, donc la planète est beaucoup plus grosse. Vous voyez, là elle est petite, là elle est grosse. En fait, au travers de l'expansion terrestre, ce qui s'est passé, c'est que les continents se sont non seulement déplacés, mais également la Terre a pris du volume. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Alors, donc l'explication est relativement simple. Hein, c'est que donc, la formation de la Terre a eu lieu il y a à peu près 4,5 milliards d'années. Et au départ, c'était une boule un peu en fusion avec plein de magma. Et donc très progressivement, la Terre s'est refroidie. Donc en se refroidissant, donc, il y a eu une croûte externe qui s'est formée, et donc la croûte est devenue de plus en plus épaisse. Et au bout d'à peu près 4 milliards d'années, eh bien, donc la croûte était tellement épaisse que les volcans ont eu beaucoup de mal. Hein, donc avec les pressions internes liées au magma, donc les pressions internes avaient beaucoup de mal à passer au travers des volcans qui libèrent normalement l'énergie. Et ce qui est arrivé, c'est qu'au niveau de la Terre, donc, il y avait des parties de la croûte terrestre qui étaient plus fragiles que d'autres, et donc ces croûtes terrestres qui se sont ouvertes et qui ont fait former des failles, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu des plaques tectoniques. Donc les plaques tectoniques sont relativement jeunes par rapport à l'existence de la Terre, et ne remontent à peu près que 200
que 200 millions d'années. Et à partir du moment où il y a eu des plaques tectoniques, toute, je dirais, la croûte terrestre n'a fait que, au travers des pressions internes, donc par exemple l'Amérique, l'Europe et l'Afrique n'ont fait que se séparer. Et à chaque fois que ça se séparait, donc la matière manquante eh bien, était remplacée par du magma. Donc vous pouvez comprendre que en fait le volume de la Terre progressivement a augmenté et il continue d'augmenter au rythme d'à peu près 1 cm sur le diamètre par an. Hein, donc c'est pas grand chose et c'est pas mesurable, je dirais. Et donc la Terre est toujours, je dirais, dans une phase d'expansion. Ce qui n'est plus le cas par exemple pour la Lune. Alors quand on observe les autres planètes, Mars et d'autres planètes Vénus, eh bien ces planètes-là ont subi également le même phénomène. Donc ils ont connu aussi, d'après mes recherches, donc, cette phase d'expansion. Alors également, à chaque fois que vous avez un séisme, donc il y a ce qu'on appelle un épicentre. Donc c'est l'endroit où se forme le séisme, et ensuite les ondes sismiques vont se répartir sur la Terre. Et donc, ce qu'on a vu, et ce qu'on est capable de mesurer aujourd'hui, bien c'est qu'au travers de différents instruments qui sont placés tout autour de la Terre, c'est que, eh bien, on arrive à mesurer une certaine amplitude de ces ondes sismiques lorsqu'il y a un séisme qui se produit là. On connaît également la vitesse de propagation des ondes. Mais par contre, donc il y a une zone d'ombre. Et la zone d'ombre ici ne peut s'expliquer que si on a un noyau ici à l'intérieur de la Terre qui soit liquide ou gazeux. Et donc il y a une graine solide, ça personne ne le conteste, et donc qui favorise aussi, je dirais, la propagation de certaines ondes, des ondes de type P, hein, donc donc à l'autre extrémité de la Terre. Donc maintenant, on va parler un peu du ralentissement de la Terre. Donc il y a eu des mesures qui ont été réalisées avec des horloges atomiques. On voit que la Terre ralentit actuellement de 2 millisecondes par siècle. 2 millisecondes par siècle, c'était impossible à mesurer avec une montre ou n'importe quel autre instrument. On ne pouvait le faire qu'avec une horloge atomique. Et donc ça signifie que, eh bien, on a un ralentissement d'une heure tous les 180 millions d'années. 180 millions d'années, donc ça veut dire 180 millions à 200 millions d'années, on peut dire que la Terre tournait en 23 heures au lieu de tourner en 24 heures aujourd'hui. Et on a pu vérifier ce genre de choses grâce à des coraux fossiles qui datent de 400 millions d'années. Hein, et au début, on voyait, enfin, sur ces coraux, on voit 400 lignes. 400 lignes, alors qu'actuellement, on voit 365 lignes. Hein, donc qui correspond en fait à la durée de rotation de la Terre autour du Soleil. Donc on peut dire qu'il y a 400 millions d'années, eh bien on pouvait dire qu'il y avait 400 jours pour faire une année globale, et donc c'est une des preuves qu'on a que la Terre tournait plus vite à cette époque. Et donc la durée du jour était alors de 22 heures. Alors ce ralentissement de la Terre, il peut être expliqué par deux phénomènes, soit une augmentation du volume de la Terre, c'est le même phénomène lorsque vous avez une danseuse, hein, donc qui fait du patin à glace, par exemple. Lorsqu'elle tourne sur elle-même et qu'elle écarte les bras, à ce moment-là, elle va ralentir. D'accord ? Eh bien, la Terre, comme elle grossit, eh bien, elle ralentit également. Hein, et il y a également une action de la Lune et des marées. Donc, la Lune communique une certaine énergie, et donc il y a un effet mutuel entre la Lune et la Terre, donc je dirais la Terre va perdre une petite partie de son énergie. Mais donc c'est une preuve, je dirais, supplémentaire de l'augmentation du volume de la Terre. Alors voilà un peu comment ça se produit. Donc la variation du diamètre terrestre. Donc on serait parti, il y a 200 millions d'années, d'une Terre qui ferait à peu près 8400 km de diamètre, et actuellement on en est à 12 700 km. Et va continuer à grossir, on ne sait pas jusqu'à quand, jusqu'à ce que
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de magma, je dirais, ou plus de force interne au niveau de la Terre. Et donc vous voyez qu'il y a une variation quand même assez conséquente. Donc ce que je pense, c'est que eh bien, la Terre n'a pas eu de masse supplémentaire, hein, donc les météorites qui ont tombé sur la Terre depuis 200 millions